La pire des colonisations est celle de l'esprit. C'est elle la plus complexe, la plus difficile à combattre. Convaincre une personne qui a construit sa vie sur un concept, sur un modèle qu'il est faux, que ce qu'il répète de façon mécanique est faux, est ce qu'il y a de plus difficile. Et cela ne concerne pas que les moins instruits. Au contraire, il est largement plus difficile de convaincre un diplômé que les concepts qu'il a appris de façon mécanique pendant des années à l'école et qui représentent désormais le socle, la base de sa réflexion, de sa pensée sont erronés, que l'analphabète qui ne demande très souvent qu'à apprendre. Une telle entreprise de changement de mindset requiert évidemment une méthode de travail rigoureuse que nous devons partager ensemble pour pouvoir nous challenger, échanger, discuter sur la même base. Cette méthode, que vous pouvez consulter dans les prochaines semaines sur nos plateformes, a donné lieu pour chaque fête étudiée à un document récapitulatif intitulé Point of View, que vous découvrirez au fur et à mesure les semaines à venir, à la fois sur nos plateformes, mais également dans quelques chroniques. Au sein de Mensa, donc, nous avons choisi de nous concentrer sur 5 axes bien définis. Nous avons priorisé les 5 premières thématiques suivantes. D'abord, comme je l'ai dit plus tôt, la gouvernance et les institutions. Qu'est-ce qu'on rejette au niveau de la démocratie? Tout d'abord, ce qu'on rejette, c'est cette dictature des cycles électoraux. Qu'est-ce qui se passe tous les 5 ou 7 ans? Pour élire le chef, on remet tout à plat. Tout ce qui s'est passé les 5 précédentes années est détricoté de manière minutieuse. Un État ne peut pas se construire comme ça, de manière sérieuse et dans la durée. Il faut clairement que l'on renonce à cette dictature des cycles électoraux. Totalement oublier la démocratie telle qu'on nous l'a présentée jusqu'à présent. C'est une vaste escroquerie et il faut le reconnaître parce qu'elle ne nous a rien apporté. Elle nous a apporté quoi? Des guerres, elle nous a apporté la misère, elle nous a apporté la division, elle nous a apporté le tribalisme. Donc il est évident aujourd'hui que nous devons mettre tout cela derrière nous. Il nous faut inventer un nouveau modèle qui soit au service d'une vision que nous aurons définie afin pour nous d'avoir des leaders charismatiques. La gouvernance occupe certes une place importante en raison de sa forte influence sur nos vies et sur notre cité au quotidien. Mais il y a aussi l'éducation et les coutumes et les valeurs. L'organisation du système éducatif dans nos pays, notamment celui que je connais en Côte d'Ivoire, il est totalement dépassé. D'abord, vous avez le même système qui perdure depuis 1950, depuis la période des indépendances jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu d'innovation, il n'y a rien qui a été changé. Donc on ne peut pas produire de nouveaux éléments. Nous avons un système éducatif qui promeut ceux qui sont capables de répéter à l'infini ce qu'on lui a dit la veille au soir. Et le premier est celui qui est capable de répéter cela à l'infini. Avec quoi pensez-vous que l'on puisse développer nos pays si c'est ça qu'il faut utiliser? L'université chez nous, c'est un canular. Parce que l'université, ça renvoie précisément à l'élaboration de nouvelles connaissances, à la transformation de la société, ainsi de suite. Alors qu'on voit bien que notre jeunesse et nos citoyens censés être les plus brillants, professeurs, ainsi de suite, sont captifs d'un système qui s'appelle quand même université, mais qui ne délivre rien. Je vous jure, pour l'avoir fait dans une université, vous achetez les équipements de laboratoire, vous les déposez, personne ne peut même les ouvrir. Je dis, y compris les enseignants. D'ailleurs, quand ils les ouvrent, quelques étudiants brillants, ils arrivent plus vite à s'en sortir qu'eux-mêmes. Il faut qu'on arrive à se débarrasser de ce complexe que les Africains ont vis-à-vis des Européens, ou même d'ailleurs, des Indiens et autres. Il y a ce côté de self-estime. On a toujours l'impression que ce qu'on fait, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a une sorte d'inhibition en soi pour plein de choses, que parce que c'est fait en Afrique, c'est moins bien. Nous avons conçu des systèmes éducatifs qui sont totalement déconnectés de nos réalités. Sans culture, sans éducation, nous ne sommes absolument rien. Autre thème auquel Mensa s'est attaqué et qui va faire encore longtemps l'objet d'un travail méthodique, l'économie et les finances. Il faut des décennies de croissance soutenue pour sortir les populations de la pauvreté. Donc notre modèle ne se prête pas à avoir une croissance soutenue de manière consistante. Ce qui fait que cette croissance dont tu parles, elle monte, elle descend, elle est rarement à 2 chiffres, très rarement à 2 chiffres. Je pense que quand on est à 8%, on est très content. Mais quel est le taux de croissance de la population dans nos pays? En ce qui concerne les richesses, et en particulier les richesses minières, ce que j'observe dans beaucoup de pays, c'est qu'il y a très peu de transformation de ces matières premières. Je travaillais dans un pays qui faisait, dans une compagnie qui faisait de l'exportation de bauxite. Vous savez c'est quoi la bauxite? C'est juste des cailloux qu'on concasse, qu'on sort du sol, qu'on concasse, qu'on sèche et qu'on exporte.
Et on consomme cette bauxite-là en achetant des feuilles d'aluminium, des choses comme ça. Mais la matière première, chez nous, aucune transformation locale. Quand il n'y a pas de transformation locale, il n'y a pas de valeur ajoutée locale, il n'y a pas d'effet d'entraînement sur l'économie, il y a très peu de création d'emplois. Donc ce modèle colonial-là, il a été répliqué partout. La conséquence, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur la fixation du prix de ces matières premières-là. La bauxite que je connais, les prix ne sont pas décidés en Guinée. Ils sont décidés sur des bourses à Londres ou ailleurs. Le pétrole, c'est la même chose. Le café, cacao, c'est la même chose. Le coton, c'est la même chose. Donc, quand les prix sont bons, alhamdulillah, on a des recettes importantes. Quand les prix sont bas, on a des recettes qui déclinent. Ce qui fait que vous regardez nos taux de croissance, ils font yo-yo. On a rarement vu, ou jamais vu, sur des longues périodes, des taux de croissance qui croissent. Dans le troisième thème, celui des ressources naturelles, le sol et le sous-sol, les incongruités sont légion malgré les fantasmes sur notre richesse. Nous sommes dans l'extraction, on sort de terre et on le rend disponible en concentré ou en minerai ou en métal cathode. C'est plus la richesse. Au XVIIIe siècle, c'était la richesse, mais la richesse, c'est dans l'application qu'on en fait et l'amélioration du bien-être des autres parce qu'on l'utilise. Pétrole. Combien de pays raffinent leur pétrole? On sort le pétrole et on l'exporte brut. Dans beaucoup de ces pays qui sont des pays producteurs de pétrole, on a des pénuries de carburant. Comment expliquer ça? Donc, on a juste perpétué le modèle colonial d'exploitation des matières premières non raffinées pour nourrir les industries de l'Occident. La souveraineté alimentaire. Imaginez lorsque vous avez des chocs mondiaux. En Côte d'Ivoire en 2011, à cause juste des problèmes politiques, la plupart des bateaux ne pouvaient plus arriver à Abidjan. On avait pris des mesures pour empêcher cela. Mais le riz, ça vient par les bateaux. Donc aussi longtemps qu'on allait durer dans cet affrontement de 2011, les Ivoiriens allaient avoir un problème pour s'alimenter. C'est totalement hallucinant. Alors que nous avons de la terre, notre nourriture ne peut pas dépendre de l'extérieur. Pour moi, je considère que ces marchés ont fait sur la tête. En 2025, nous allons dépenser 110 milliards de dollars pour importer des aliments que nous allons consommer. Comment renverser cette tendance? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas assurer que vous allez manger, vous êtes juste en sursis. Vous êtes sous perfusion et celui qui tient la perfusion peut l'arrêter à tout moment. Et le cinquième thème prioritaire de Mansa est bien entendu celui des sciences et des technologies. Avec un accent particulier d'abord mis sur notre bien le plus précieux, la santé. Quelques indicateurs simples. L'espérance de vie. Quand on prend l'espérance de vie de manière globale, sur le continent africain, on est un peu en retard par rapport aux autres. L'espérance de vie en moyenne autour de 65 ans, alors que vous prenez le Japon, c'est 85, en Europe, c'est plus de 80. Et si vous prenez au sein de l'Afrique, l'Afrique francophone est celle qui a la plus faible, l'espérance de vie entre 50 et 65 selon les pays. Donc c'est quelque chose qui montre déjà que des années de vie perdues est un frein énorme au développement économique. On manque de médecins, on manque d'enseignants. Mais imaginez-vous le nombre d'enseignants africains qui enseignent en Europe, qui enseignent aux États-Unis. La raison est très simple. Les dirigeants africains considèrent à certains égards leurs adversaires comme des ennemis. Je ne parle même pas d'adversaires. Leur diaspora, autant pour moi, comme des ennemis et même pas comme des adversaires. En réalité, au-delà de la santé qui est vitale, sans jeu de mots, une attention particulière doit être accordée au numérique et à l'intelligence artificielle. C'est cela l'avenir. Mais on ne peut pas dire que nous soyons des champions dans ce domaine. Nous sommes des passoires. L'Afrique assume d'être un comptoir. Notre rêve, c'est de trouver un puits de pétrole, un gisement de quelque chose à exporter et pour consommer frénétiquement le dernier portable, la dernière chose que nous disons nous-mêmes dernier cri. Nous sommes dans cette posture, de l'État jusqu'aux citoyens. C'est dramatique tout simplement. Mais l'Afrique est complètement hors jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne maîtrise rien. Et les leaders et les dirigeants ne sont même pas conscients des enjeux que représente le numérique aujourd'hui et l'intelligence artificielle qui est la continuité du numérique. Ce qu'il faut
intégrée. C'est que pour les autres, notamment les anciennes puissances coloniales, je ne sais pas s'il faut parler d'anciennes, parce qu'elles restent quand même des puissances coloniales, ces puissances impérialistes, l'Afrique est leur marché. L'Afrique est à leur disposition. C'est pour ça que vous verrez que tout le monde se bat aujourd'hui pour avoir sa part d'Afrique. L'Asie, qui était au même niveau que l'Afrique il n'y a pas longtemps, se bat pour avoir sa part d'Afrique. La Russie se bat pour revenir en Afrique. En réalité, nous sommes à un moment charnière de l'histoire de l'Afrique. Un moment où, malgré l'appétit de plus en plus vorace des grandes puissances, qui ont plus que jamais besoin de nos matières premières et de l'immense marché que nous représentons, sont fragilisés à la fois par le contexte géopolitique, mais également par la prise de conscience de la jeunesse africaine qui n'entend plus se faire marcher sur les pieds. L'Afrique de papa a laissé place à une Afrique plus avisée et plus jalouse de ses intérêts. Mais cette prise de conscience doit s'appuyer sur un projet de société clair, efficace et organisé. Cette nouvelle Afrique doit être repensée par tous ses enfants. Mansa n'est pas l'affaire de quelques personnes. Elle est le chantier de tout un continent pour organiser son avenir. Aujourd'hui, la première chose, c'est de savoir où on veut aller. Cette vision ambitieuse pour nos populations, pour nos États. C'est la première question. Il est important de pouvoir dire aux jeunes et dire à tous ceux qui nous écouteront qu'il est de la part de chacun de faire de manière responsable sa contribution. Et c'est de ça que j'aimerais que nous puissions parler. Il faut que chacun s'engage dans ce combat. Ça ne doit pas être uniquement laissé à l'élite. L'élite peut donner la direction, peut aider, mais que chacun de là où il est, en considérant qu'il est le fils unique de cette Afrique, qu'est-ce qu'il devrait faire pour que de bout en bout, les choses marchent correctement? Personne, comme j'aime à le dire, ne peut aimer l'Afrique plus que les Africains. Ensemble, repensons l'Afrique pour ne pas retomber dans les griffes de ceux qui dessinent déjà et encore un nouveau plan pour nous.